Hello à tous et bienvenue dans la Fabrique des investisseurs. Je suis Jérôme Rubin, chasseur immobilier, marchand de biens et spécialiste des investissements rentables. Après une carrière d'opticien, j'ai changé ma vie grâce à l'immobilier en investissant massivement avec mon épouse puis en devenant responsable de projets locatifs. J'aide désormais les investisseurs à passer à l'action, à trouver leur pépite immobilière et à faire décoller leur patrimoine. Si vous êtes à la recherche de stratégies, d'astuces, de retours d'expérience et d'authenticité, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout pour vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre tous vos objectifs et faire en sorte que l'immobilier change également votre vie. Retrouvez-moi également sur ma newsletter hebdomadaire où vous verrez les coulisses de mon activité et recevrez des conseils sur l'investissement immobilier. En bonus, lors de votre inscription, recevez mon e-book Dénicheur de pépites, un véritable guide pour trouver votre bien rentable, même si vous partez de zéro. Allez, c'est parti pour le nouvel épisode du jour. Hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Alors on se retrouve aujourd'hui avec un invité exceptionnel. Quand j'en ai parlé à certains potes que j'allais l'interviewer, ils me disent « Ouah, c'est un gros poisson !» Donc voilà, le gros poisson du jour. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Ouais, salut Jérôme, merci beaucoup pour ton invitation. Donc je m'appelle Guillaume Maloué, je suis investisseur immobilier et entrepreneur. Voilà mes deux casquettes aujourd'hui, et la deuxième casquette d'entrepreneur prend de plus en plus de place aujourd'hui dans mon quotidien. Yes. Non. Tu es, alors, petite troisième casquette avec le fait d'être devenu papa il y a quelques temps, qui doit prendre un peu de temps, mais on en reparlera en fin de podcast sur ce côté parentalité. Donc Guillaume, moi je t'ai découvert, ce que je te disais, il y a des années de ça déjà, hein, franchement un parcours assez exceptionnel avec ta femme. Est-ce que dans les grandes lignes, tu peux nous dresser un petit peu ton CV d'investisseur dans un premier temps ? Ouais. Alors moi j'ai commencé à investir dans l'IMO en 2013. Premier immeuble dans le sud-ouest de la France, dans le Lot-et-Garonne. C'était un immeuble de 6 apparts, 150 000 euros, donc un petit projet. Ensuite, je suis parti à vivre en région parisienne, donc j'ai continué à investir. Et à peu près, en gros, mon rythme, ça a été à peu près un immeuble tous les 6 mois pendant les premières années de mon développement. Et ensuite, en 2015, on crée Club Immobilier, qui est notre première entreprise avec Émilie. Et 2016, on quitte tous les deux nos emplois pour développer la société et surtout passer du temps sur nos projets immobiliers. Et à ce moment-là, on pense que finalement, on peut continuer à investir facilement sans être salarié. Bon, finalement, c'est un peu plus compliqué que ça, et les banques sont un peu moins fans que mon idée à moi. Mais voilà. Et après, donc 2018, on a vraiment réaccéléré avec une stratégie un poil différente, puisque là, on s'est ouvert à l'association. On s'est ouvert au fait d'aller voir des gens qui avaient moins de connaissances que nous, mais plus d'argent. Et, Ok, ça nous a permis très cool. d'accélérer fortement, notamment en 2018. Très cool. Bah, tu vois, c'était un des points que j'avais noté dans ma liste de questions. Pourquoi tu te tournes vers l'IMO ? C'est quoi ton déclic ? Pourquoi tu te dis en 2013, donc ça fait déjà 10 ans, je pense qu'on est à peu près dans les mêmes âges. Moi, je suis de 88, toi, tu es peut-être un peu plus jeune encore déjà. Mais, 88 aussi, ouais. Bon, bah, tu vois, ouais. Donc, il y a 10 ans de ça, moi, tu vois, j'avais acheté mon premier appart en 2011. C'était sans réflexion spéciale, hein, mais je savais qu'il fallait investir dans la pierre, 2010 même. Toi, ça a été quoi pourquoi tu t'es focus sur la stratégie IDR ? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas grand monde qui en parlait, je pense, à part peut-être Olivier Seban. Mais Alors, ouais, en fait, moi, je me suis mis dans la stratégie des immeubles en connaissant personne. C'est-à-dire que je regardais pas de vidéos YouTube, j'étais pas au courant qu'il y avait des formateurs en immobilier, tout ça, je ne maîtrisais pas. Moi, mes parents avaient un appartement dans Toulouse, et je voyais juste les galères en fait de la copro, tous les mois, des courriers, il y a eu une dégradation, l'ascenseur ne marche plus, la vitre elle est abîmée, etc. Et donc, au final, j'avais l'impression que tout ce qu'ils gagnaient, ils le remettaient juste dans la copro. Et donc, moi, je me suis dit de suite, bon, la seule chose que je vais faire, c'est que je vais pas acheter de biens dans lequel il y a une copro. Donc, je vais aller sur des maisons éventuellement. Donc ça a été ma première réflexion, ça a été on va aller chercher des maisons. Et puis après, je me suis dit, finalement, il y a autre chose, il y a d'autres manières de faire, qui est l'immeuble, sur lequel, là, on peut faire un truc intéressant. Mais je regardais pas, il n'y avait pas de vidéo YouTube à l'époque, en tout cas, je me rappelle pas vraiment non, je pense avoir pas. regardé de vidéo YouTube sur le sujet, en tout cas, des immeubles de rapport, même des formations là-dessus. C'était quand même quelque chose de spécial d'aller simplement investir dans des zones reculées. C'est clair. C'était une vision un peu différente. Ouais. Donc c'est ça qui m'a poussé à me lancer. Je comprenais l'intérêt de l'immobilier et j'ai compris aussi qu'on pouvait être à cash flow positif à ce moment-là sur l'immobilier et avoir des rentas exceptionnels par rapport à ce que le commun des menteurs, des mortels faisaient à l'époque, quoi. C'est-à-dire que
Quand moi, j'achetais mon premier produit à 150 000 euros, mais qui avait 1500 euros de loyer par mois, bah, je me dis, putain, c'est C'est une clair. opération C'est incroyable. beau. Et tu te souviens des taux à l'époque? Parce que là, c'est un vrai sujet d'actualité, mais en 2013, on était Euh, de quel ordre? alors, je veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'on était vers aux alentours de 4% déjà à Ok. l'époque, Et en 2013. Et je me rappelle en tout cas avoir renégocié mon crédit bien sûr, une, voire deux fois dessus. on va botter les fesses aux auditeurs qui veulent pas passer à l'action parce que sous Ouais. prétexte que les taux sont trop ou remontent fortement. Donc c'est pas une excuse, les amis. Peu importe le Non, montant non, du non, crédit, clairement pas. faut se bouger. Clairement pas. Après, forcément, on a eu une période hyper propice sur laquelle il fallait en profiter. Mm. Ça veut pas dire qu'il y aura pas, il y a pas d'autres choses à faire, il y a pas d'autres opportunités sur le marché. C'est juste qu'il faut que le marché se rééquilibre aujourd'hui Bien sûr. entre des prix et un taux, et qu'on est dans cette phase de transition, je pense, de rééquilibrage. Ouais, carrément. Donc, stratégie immeuble, ok. Par contre, stratégie immeuble zone rurale, plus. Ça, je dois dire, faut être Ouais. couillu. Toi, enfin, je pense que t'as dû tester la demande aussi, mais c'était quoi ta vision de se dire, je vais investir en campagne? À part peut-être un prix En au fait, mètre carré plus faible, forcément, mais. moi, j'avais pas vraiment de vision, et surtout, j'avais pas en fait, j'avais aucune crainte. J'étais un peu inconscient. Ok, Je pense que c'était purement de l'inconscience. C'est-à-dire que moi, j'ai cherché des immeubles. Je suis allé en visiter, je crois. Je me rappelle même pas du premier immeuble que j'ai visité dans ma vie, tu vois. Je me rappelle juste de celui que j'ai acheté. Je me rappelle de la visite de celui-là. Et je vais visiter ce truc-là. Il y a 250 habitants. Je négocie quasiment pas le bien. c'est ouf. Je le visite. Tout est loué. Je dis bon, bah c'est propre, tu vois, propre, mais genre kitchenette, tu vois, carrelage blanc partout, Un peu tout est vieillot, quoi. blanc. C'est Ouais, sain. On va dire que c'était, c'est sain, enfin, mais ouais, c'est sain. ouais. Voilà. C'était hyper sain, mais il y avait rien de fou. Et moi, à l'époque, je me dis, bon, bah, déjà, en gros, je me dis que c'est déjà bien, parce que faut bien penser que à l'époque, bon, déjà, c'est encore le cas, les agents immobiliers, je veux dire, enfin, leur vision, en tout cas, dans les petites villes ou à la campagne, ils considèrent que si t'as une kitchenette, c'est déjà pas mal que t'aies une kitchenette, Ouais, quoi, tu vois. ouais. Donc, donc la vision, elle est un peu différente. Et donc, bref, tout est propre, tout est loué, visiblement pas d'impayé, des loyers relativement bas par rapport au marché. Donc, je me dis, bah, let's go, on y va. Mais il y a eu aucune analyse. Je suis même pas allé voir je crois, l'évolution de la démographie de la ville, tu vois. Je suis même pas allé regarder ça. Il y avait pas d'emploi nulle part à côté. Je suis même pas allé regarder. J'ai pas fait un test d'annonce pour voir s'il y avait de la demande. Enfin, Ok. franchement, juste, c'est La loué, fleur au fusil. donc ça se loue. Ouais. Ouais, Ok. c'est loué, donc ça se loue. C'était ça ma remarque, c'est tout. Ok. Le gars qui fonce, mais ça fait du bien des fois de pas trop. Enfin, faut le modérer. Hein, c'est peut-être. Oui. Voilà. Mais au moins ça t'a mis dans une dynamique, on va dire. Ouais, ouais, ça a mis dans une dynamique, et après on a rectifié les erreurs. Après on a rectifié les erreurs, notamment sur la fiscalité, le projet qui a acheté en nom propre, sans travaux. Donc voilà, Oui. et l'année d'après je me fais défoncer par les impôts, mais au moins je l'ai fait, et après on a T'as réfléchi à juste. comment l'améliorer. Carrément. Ça c'est un truc que je remarque souvent. Hein. Les personnes qui ont très très rapidement évolué dans l'immobilier, ce sont des personnes qui ont foncé et qui, en fait, le plus important c'est quoi? C'est décrocher son crédit, on va dire. Et puis derrière, tu optimises, on va dire. Et ça, c'est un truc que je remarque assez souvent de cet état d'esprit de j'avance. Alors, en l'occurrence, bah, on évolue avec le temps et on progresse également, mais l'idée, c'est cette volonté d'acheter. Et puis après, bah, alors sans faire nimp hein, non plus, hein, faut pas se foutre la corde au cou, mais après, ouais, t'as juste. Ouais, Tu après parlais. bon, c'est ça. La difficulté, c'est qu'on peut pas recommander ça aux gens, tu vois. Toi, tu peux le faire parce que t'assumes, c'est tes propres erreurs et ça te coûte ton argent à toi. Mais quand enfin, tu peux pas conseiller à quelqu'un de dire, bah, te forme pas, la fiscale, tu verras plus tard, vas-y, fonce, achète, quoi. Non, C'est, parce que tu t'as peux pas dire ça. évolué, parce que t'as comment dire, t'as fait tes propres erreurs et maintenant tu sais là où tu connais tes points enfin les points de vigilance, que ce soit en termes de fiscalité, en termes des points de vigilance sur un immeuble, parce que c'est quand même des invests sur lesquels t'es seul à assumer les problèmes quand il y en a. Donc ouais, non, Non. tout à fait. Euh, tu parles que au tout début t'achètes déjà loué, ok. Vous enchaînez tous les 6 mois. Ça, enfin, franchement, c'est un truc de ouf. Tu te dis, putain, 6 mois. Ça avance. À chaque fois, c'est la même stratégie. Pour enchaîner, c'était quoi ton état d'esprit enfin, est-ce que tu t'es posé vraiment la question de
il faut que j'aille vite, donc il faut que j'achète déjà loué pour éviter de perdre du temps dans les travaux, ou c'était vraiment en fonction du projet qui te tombait sous la main? Ouais, alors il y a plusieurs choses. Premièrement, moi j'étais un adepte du tableur Excel qui définit ma vie jusqu'à 40 ans et qui me dit que si j'achète tous les X mois, que j'ai tant de loyers, tant de crédits, etc., ben je vais prendre ma retraite à 40 ans. Et en gros, c'était ça, mon tableau, c'était ça, et c'était me dire retraite à 40 ans. Et donc dès le deuxième immeuble qu'on achète, je cale le remboursement du crédit sur 40 ans pour qu'à 40 ans soit terminé. Ok. Et je me dis, bah, je vais faire ça à chaque fois. Comme ça, au moins, à 40 ans, j'ai tous les loyers qui tombent et c'est royal. Sauf que, ben, du coup, deuxième crédit, je fais un crédit sur 12 ans. Bon, déjà, à 12 ans, c'est chaud. Et je faisais des cash flows positifs, hein, sur 12 ans, c'est ça qui est fou. Et donc là, je me dis, mais attends, mais en fait, je peux pas continuer, c'est une connerie monumentale. Là, mon idée, elle était complètement débile. Et donc là, je réajuste après en repartant sur 20 ans. Mais l'idée, elle était là-dessus. Donc déjà, premièrement, sur une date de sortie, en gros, du salariat, c'était déjà ça, il y avait déjà cette réflexion-là. Et ensuite, la réflexion, en fait, moi, j'ai même pas senti qu'on allait vite, hein, honnêtement. Enfin, je l'ai pas ressenti comme ça, j'ai pas eu une impression. Le premier bien, je l'ai acheté sans travaux, mais le deuxième, déjà, il y avait beaucoup de travaux. Et après, quand tu commences à être impliqué dans le secteur, découvrir un artisan en qui t'as confiance à ce moment-là, qui te fait visiter d'autres projets, t'as un agent immo qui trouve des biens, l'autre il va, tu vois, il fait une offre, tu fais une offre rapidement, tu fais un calcul de cash flow, il est positif. En fait, ça va vite, quoi. Ouais, ouais. On va Non, dire, à mais partir du moment où tu connais un secteur, t'as un agent immobilier qui t'apporte des projets et un artisan ton qui chiffre, artisan. Ouais. ça va vite, quoi. Ah, je suis d'accord. Non, c'est vrai que c'est tout mon métier, moi aujourd'hui, de responsable de projet IMO sur, on va dire sur l'ouest de la France, là autour de à 1h30, 2 heures autour de Rennes. Et c'est vrai que à partir du moment où tu as ton cercle d'apporteurs d'affaires, hein, donc les agents, clairement, tu as ton réseau d'artisans, oui, derrière, tu as résolu pas mal de problématiques. C'est Hmm. vrai que là, moi, je trouve que que t'es allé vite, mais je me remets dans le contexte où je me dis, moi, j'aimerais bien aller vite, mais en fait, bah non, j'ai 2 enfants en bas âge, donc c'est un peu plus compliqué d'aller vite. C'est plus par rapport à Ouais, c'est ça, ça. Nous, mais on passait, enfin, voilà. On passait nos week-ends sur la route, aller visiter des biens avec Émilie. C'était ça nos week-ends. Hein. Il y avait que ça. Il y avait pas d'autres activités autour. Et en effet, on sait bien que sans les enfants, malgré tout, ça facilite les choses énormément d'être disponible le week-end sans contrainte, ouais, ouais, c'est dormir dans ça. n'importe quel hôtel pourri. Voilà. Et j'avais lu le livre d'Émilie que j'avais bien aimé, et elle disait qu'à la base, elle était pas dans l'IMO. Elle, c'est toi qui a réussi à la ramener, à la rallier à la cause entre guillemets. Mais et comment dire? Quels seraient un petit peu, toi, les conseils que tu pourrais apporter sur des gens en couple? Il y en a un qui est hyper déter et l'autre pas forcément, ou un peu. Moi, j'ai retrouvé ça avec ma femme, tu vois, qui était pas non plus dans l'IMO, et elle a compris le mécanisme et l'intérêt d'y aller. Mais ce serait quoi ton discours à toi pour ça? Alors c'est un sujet que j'ai pas mal étudié parce que j'avais des problèmes. Enfin, j'avais des problèmes. J'avais plein de gens dans mon entourage qui en effet disaient bah ma femme ou mon mari ne s'intéresse pas au sujet et c'est compliqué du coup parce que bah, on achète à deux et donc je peux pas l'impliquer. Le truc qui marche le mieux, c'est de pas la convaincre vous-même. C'est pas vous qui allez réussir à la convaincre parce qu'en fait il y a un biais qui est pas bon, c'est-à-dire que elle va considérer que vous n'êtes pas un expert du sujet et que ce que vous dites c'est pas forcément la vérité. Il faut que ce soit forcément un externe qui va arriver à convaincre la personne. Ça peut pas être vous. Et moi je te dis, j'ai eu des gens, des couples, des mecs qui sont venus me voir et qui ont dit Guillaume, je t'amène ma femme et parle-lui s'il te plaît pour la convaincre. Fais-lui Et quelque là et dans chose. ce Je cas-là ne ça veux marche. pas savoir, mais je veux qu'elle change. Voilà, c'est ça. Je veux qu'à la fin, elle a envie d'investir dans l'IMO. Et donc, et ça marche. Parce que la personne, en fait, elle est convaincue par un élément externe. Et c'est sa Bien sûr. propre opinion qu'elle se fait grâce à ça. Donc ça, c'est la première chose, je pense. Donc, et après, c'est... ouais, le problème, c'est que enfin, pour ceux qui sont dans cette situation, c'est que vous avez créé trop de distance. C'est-à-dire que vous êtes un passionné, vous êtes dans ça, vous regardez des vidéos toute la journée, vous vous formez, votre compagne ou votre compagnon, lui, il arrive, il connaît rien. Vous parlez de sujets complexes qu'il maîtrise pas, et donc il faut repartir à Et zéro. d'argent, C'est comme de si grosses sommes c'est aussi. exactement la même chose, exactement. En effet, comme si toi t'étais à la saison 8 de Game of, ou je sais pas combien, il y en a sur Game of Thrones, tu vois, et que toi t'as regardé déjà toutes les premières saisons, et Ouais. que là tu demandes à ta femme de venir te rejoindre à cette saison-là, et qu'elle a pas vu le début, qu'elle a rien compris. Forcément, elle va pas suivre cette Non, personne non, c'est clair. parce que ça l'intéressera pas. Il faut recommencer la saison avec elle depuis le début, la première saison,
pour qu'elle arrive à accrocher au même endroit où toi tu as accroché. Donc ça, c'est la première chose. Et il faut que ce soit quelqu'un d'externe. Et quelqu'un d'externe, peut-être qu'il lui ressemble. C'est-à-dire que si c'est ta femme, par exemple, peut-être que si elle s'adresse à une femme ou qu'elle écoute le discours d'une femme ou en tout cas un discours qui lui correspond ou qui lui ressemble, ça sera plus simple de la convaincre que si c'est un homme plein de testostérone, tu vois, qui parle que de bagnole toute la journée. Ouais, le côté un peu identification et. Ouais, il y a ce côté identification. C'est pour ça que nous, on va avoir beaucoup de couples, par exemple, qui vont nous suivre, ou beaucoup d'élèves qui sont en couple, qui ont en tout cas, qui ont une vie qui ressemble à la nôtre, ou voilà. Enfin, parce que on s'identifie. Bien sûr. Ok. Très clair. Donc, merci pour ces petits conseils j'allais dire en conseils matrimoniaux. Ouais, c'est presque ça. Parce que aujourd'hui, ça crée des vraies tensions dans les couples. Bien sûr. C'est un projet de vie. C'est un projet de vie. Et si comment dire, il y en a un qui est acharné et qui prend une direction et que l'autre ne suit pas ou enfin voilà, ne comprend pas, oui, ça peut devenir vite compliqué. Ouais. Ton suivi de chantier, toi, t'étais maître d'œuvre, je crois, si je dis pas de bêtises. Tu le faisais toi-même, tu déléguais? Alors j'ai fait moi-même pour quasiment tous les projets. Ok. Parce que oui, c'était mon métier au quotidien et que voilà. Alors métier au quotidien, oui et non, dans le sens où moi j'étais maître d'œuvre, enfin j'étais conducteur de travaux dans le bâtiment, donc je faisais de la maîtrise d'œuvre, mais je faisais de la maîtrise d'œuvre déjà pour des bâtiments industriels principalement, et principalement pour du neuf. Donc du coup, c'est un milieu qui est quand même très très différent, avec des entreprises qui n'avaient pas la même taille. Donc aujourd'hui, gérer un auto-entrepreneur et gérer une boîte qui fait 15 millions, si tu veux, sur lequel tu as un conducteur de travaux, un chef d'équipe, un chef de service, etc. Il y a une structuration qui est beaucoup plus simple à gérer que finalement un mec qui est solo, qui lit pas des comptes rendus, qui reçoit pas ses mails, etc. Ok. Et vous, votre credo à l'époque, c'était investir à combien de temps autour de chez vous? Parce que moi, j'ai mon point de vue, mais vous, à l'époque, c'était quoi la stratégie? Alors, en fait, au tout début, la stratégie, techniquement, c'était censé être investir à 1h30, 2 heures de chez soi. Sauf qu'en fait, moi, j'ai investi dans le Lot-et-Garonne, mais le temps que j'achète, finalement, j'avais déjà déménagé, j'étais à Paris, donc au final, j'étais déjà à 7 heures de route. Donc c'est mon premier immeuble, j'étais à 7 heures de route pour le gérer. Okay. Mais il n'y avait pas de travaux, donc ça, c'était plutôt simple. Et les seuls petits travaux que j'ai fait, c'est genre remplacer une cuisine, changer des sols. Et là, j'ai fait aller l'artisan, j'ai fait déplacer l'artisan que moi je connaissais, qui allait faire les travaux, il a pris une photo, etc. Donc voilà comment on a géré. Après, les autres, c'est moi qui me déplaçais le week-end. J'avais 1h30 de bagnole en gros, puisque j'habitais dans l'Est parisien, donc du coup, j'allais investir sur l'Est parisien, donc la Marne. Et là, je faisais 1h30 à peu près de trajet pour aller suivre le projet. Ok. Donc ouais. Mais après, ma réflexion, en tout cas, Jérôme, par rapport au sujet de la distance, elle a évolué. En fait, ça dépend comment vous voulez faire les choses. Si vous voulez gérer tout vous-même pour optimiser en effet le cash flow, tout, mais avec toutes les emmerdes que ça comporte derrière, de gérer soi-même tous ces trucs-là, tous les énervements, tout le stress que ça comporte, ça oui, alors à ce moment-là, chercher un truc qui est pas forcément trop loin. Mais je suis pas sûr en fait que ça soit forcément la stratégie la plus économique que de vouloir gérer tout soi-même, notamment sur la partie travaux. Ok, non, très clair. Votre parti pris, vous, pour la gestion locative, sachant que vous avez enchaîné très rapidement, tu t'es dit pour scaler, il faut déléguer cette partie-là également. Vous avez internalisé cette partie gestion locative sur les premières années. Ça s'est passé comment? Bon, en fait, ma stratégie, c'était pour scaler, il faut tout faire soi-même et augmenter le cash flow au maximum. C'était ça ma réflexion. C'était que en fait, je voulais pas d'intermédiaire, je voulais rien, je voulais gérer tout moi-même parce que c'était aussi une réflexion de vie globale, tu vois, de la même manière que quand j'ai commencé on a commencé l'entrepreneuriat, on voulait pas de salariés parce qu'on voulait gérer nous-mêmes. Donc c'était plus finalement, enfin il y avait les deux, il y avait le fait de dire je veux dépendre de personne. Donc ça c'était vraiment ce truc un peu d'indépendance en disant si ça se passe mal c'est ma faute mais au moins je peux m'en vouloir qu'à moi-même. Et il y avait l'idée de dire ok optimisons tous les coûts possibles sur les projets et donc c'est nous qui gérons en direct pour économiser malgré tout ce qui peut représenter une somme importante. C'est sûr. Et aujourd'hui, votre point de vue, ça a évolué ou c'est toujours pareil? Aujourd'hui, bon, il a totalement évolué parce qu'aujourd'hui, on investit dans l'IMO avec une vision différente, avec une vision de le but c'est s'endetter le plus possible. Le cash flow, c'est secondaire pour nous maintenant. On le fait pas dans cette optique de juste générer, tu vois, 1 000 euros de plus par mois, ça nous intéresse pas, ça va pas changer notre vie au quotidien. Donc, ce qui nous intéresse, c'est lever de la dette
Maintenant, aller sur des projets un peu plus patrimoniaux ou des projets plus excitants, tu vois, comme on fait de la promotion en Espagne, ben voilà, là, ça nous excite, ça nous Ouais, intéresse. ça challenge, ouais, c'est clair. Plus maintenant que le premier immeuble que j'ai acheté dans le Lot-et-Garonne. Ok, non mais bien sûr. Après, c'est quand même. Mais enfin, je te rejoins tout à fait. Hein, au tout début, faut un peu se sortir les doigts et puis et ruser. Enfin, Ouais. ruser, c'est pas le mot ruser, mais c'est prendre des risques et aller sur des stratégies un peu agressives, offensives. Et puis une fois que la mayonnaise prend, tu viens stabiliser tout ça sur Non. d'autres. Ouais, après, tu délègues la gestion, tu délègues les travaux, tu délègues tout, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je suis très à l'aise enfin, je serais très à l'aise avec le fait de passer par un chasseur pour trouver un bien, tu vois, Bien sûr, et c'est de un gain de payer une temps. presta, Ouais, ouais, parce que c'est un gain de temps. Le mec, il va passer tellement d'énergie dessus pour aller trouver un projet rentable que ça me pose absolument aucun problème. Mais parce que ma vision a évolué, bien et sûr. à ce mec-là, tu peux pas lui dire, ah ouais, moi, je veux le même cash flow que quand je fais tout moi-même. Ah bah, Ouais, non, merci, merci. c'est un service. Ouais, non, non, c'est clair. Bah, j'ai plein de. On reparlera de Oikos après. Je m'étais Ouais. noté ça. Ok, top. Euh, les trois critères selon toi, c'est sans transition aucune mes questions là. Vas-y, J'ai vas-y. des bullet points, mais c'est des trucs importants. Les trois critères pour toi d'une bonne affaire d'un IDR sur un IDR. En gros, En fait, tu vois ça, c'est ça, une ça, question et hyper complexe. Et je me dis c'est que c'est bien. un prix au mètre C'est très compliqué carré, parce que une renta ouais, cible. ok, d'accord. Tu vois Bah, l'idée? la première étape ouais, la première étape, ça va être pour moi le prix au mètre carré. En fait, là, je parle plus de ma recherche, genre le bon coin. C'est vraiment le prix au mètre carré. Dans la typologie de recherche de biens que je cherche, ça va être moins de 1 300 € du mètre carré, tu vois. Voilà, ça va être ça à peu près mon ratio à moi. Ouais. Après, deuxième ratio que je vais regarder, c'est si à un montant de loyer, c'est ce ratio de dire tu prends les loyers annuels, tu rajoutes un zéro, et si le prix d'achat il est supérieur à ce montant, en gros, t'y vas pas, sinon t'y vas. On a Il le y a même ce calcul. ratio-là, un peu de fameux Ouais, un pour aller 10% vite. brut, quoi, tu Ah ouais, vois, ouais, un ouais. petit peu, de 10% brut de tout, hein, enfin pas de travaux, enfin, sans compter les travaux, sans compter les frais notaires, sans compter, mais c'est juste, voilà. Et donc ça c'est un point. Et après, du coup, bah ça va être le niveau de rénovation. Et le no-go pour moi, aujourd'hui, c'est par exemple la toiture. Genre, toiture à refaire en entier. No-go parce que, simple, en fait, le bien va continuer à se dégrader pendant 2 3 4 5 6 mois. Et le budget de travaux que tu as prévu maintenant, il va être plus 30% au moment où tu vas acheter. Et ça, tu l'as pas anticipé. Donc, ça, c'est pour moi un point hyper important sur l'évolution de la dégradation du bien pendant la phase d'acquisition. Ok, très intéressant. Bah, moi, tu vois, mon premier immeuble, j'ai eu une toiture à changer qui m'a coûté une blinde, à désamianter en plus, donc tu vois le bazar. Ouais. Quelques petites nuits d'insomnie, mais bon, ça l'a fait. Il y a des beaux chiffres à la clé, mais c'est vrai que ça a été pas mal de stress et de galère à gérer à ce niveau-là. On a parlé tout à l'heure de la montée des taux. L'année dernière, il y avait l'histoire du taux d'usure qui a freiné pas mal de monde. Et là, on arrive sur une problématique ou non. Pour moi, c'en est pas une, mais c'est dans tous les cas, c'est un sujet d'actualité du DPE. Ouais. C'est quoi un peu ton point de vue là-dessus entre acquérir un bien qui est en F ou G? Moi, c'est ce que je fais à titre perso. Hein. Ouais. Est-ce que vous, votre parc immobilier, vous faites les révisions, ou tu te dis, oh, flemme, on verra plus tard, ce qui est un peu mon point de vue aussi. C'est Alors, quoi? ouais, c'est hyper intéressant. Enfin, ta réflexion est hyper intéressante parce que on est en plein dedans. Et actuellement, on est en train de faire des chiffrages justement sur nos premiers immeubles Mm. pour les réactualiser justement en termes de TPE, etc. Donc, ça fait Mm. partie du gros sujet du moment. Et ça peut faire peur, hein, les montants qu'on t'affiche. Si vraiment tu veux faire les choses correctement, etc. Donc là, on est en train d'étudier ça. On est dans une grosse phase. Voilà, on a beaucoup de. Là, tu vois, on a reçu des devis. On a reçu 500 000 € de travaux, tu vois, de devis. À étudier, donc voir, bon, voilà, tu vois, par exemple, ils veulent mettre la clim partout, Mm. on va étudier Ouais, pour voir ce qui est faut utile tempérer. vraiment, ce Ouais. qui est du confort supplémentaire, et ce que ça implique aussi en termes de loyer. Donc, non, moi je considère que c'est une chose importante. Je préfère aujourd'hui, si tu veux, acheter un bien qui est en F ou en G, sur lequel je vais faire les travaux moi-même pour le passer en C ou en D, plutôt qu'acheter un bien qui est un faux C ou un faux D, tu vois, parce que le mec il a mis un truc tout pourri qui a juste amélioré, tu vois, le DPE, et donc c'est pas il a rajouté 1500 balles dans son appart pour que ça passe bien, ou alors il a donné 500 balles en cash à un technoseeker pour être Ouais. français. Ouais. Donc aujourd'hui, il vaut mieux avoir un vrai F ou G sur lequel tu vas faire ton vrai budget de travaux pour le remonter correctement
en fait, en termes de diag, plutôt qu'acheter un bien qui en fait est un faux C ou un D, quoi. Ah ouais, Enfin, ok. pour moi, c'est une vision. Bah, et puis c'est surtout qu'on arrive dans une phase, moi je trouve que c'est une phase assez extraordinaire et j'en profite pas encore assez, mais euh, de pouvoir en fait en tant qu'acheteur. C'est-à-dire qu'on a des vendeurs peut-être ancienne génération ou qui arrivent sur des fins de crédit qui se disent putain fait chier, j'ai pas envie de refoutre des loyers, enfin des travaux pardon, pour améliorer mon DPE. Et moi tu vois l'année dernière j'ai fait passer une négo de 137 000 à 87 000 euros sur justement cette problématique DPE sur des vendeurs qui étaient voilà qui étaient en flip et etc. Et donc quand tu arrives à activer les bons leviers, tu peux faire des bonnes affaires. Donc je pense qu'il y a pas mal d'opportunités. Après, moi, ce que je conseille toujours, c'est d'appeler. Moi, franchement, vu que c'est mon job, je le fais pour mes clients, mais à chaque fois que j'ai un doute sur le DPE, enfin, où je veux des explications, en fait, je veux des explications sur un mauvais lettrage, j'appelle le diagnostiqueur et à chaque fois, je tombe sur des gens charmants, mais vraiment, à 100%, les gens prennent le temps de te répondre, passent 10 minutes avec toi, ils te donnent des conseils sur les points de vigilance, les points à améliorer en priorité afin de remonter le lettrage. Et moi, c'est quelque chose que je conseille parce que, alors même si aujourd'hui les nouveaux diag, ils vont être, va y avoir des préconisations, malgré tout, ça reste des choses assez généralistes et rien de tel que la personne qui est allée sur place pour te donner le vrai bon conseil pour faire les bonnes modifs, quoi. Oui, et puis aujourd'hui, t'as des diags qui sont faits par des gens différents tous, et t'as des diags sur lesquels t'es en F et le mec va mettre une recommandation pour passer en A et il va dire bah faut tout refaire. Toi, Pompe tu à dis, chaleur. qu'est-ce que je fais avec cette information, quoi. Ça sert à rien, quoi, tu vois, Non, détruire, c'est clair. raser et refaire. Ouais. Donc du coup, c'est là où en effet, je pense que des fois, il y a juste une mauvaise connaissance de l'outil pour les diagnostiqueurs pour le remplir, mais pas forcément une mauvaise connaissance technique. C'est juste qu'il faut leur parler, leur poser des questions, comme tu dis. Je pense que c'est une très bonne je pense que c'est une très bonne démarche. Et là, actuellement, la problématique qu'on a, notamment pour moi par rapport aux vendeurs, c'est que les vendeurs, ils ont vécu une période d'euphorie juste avant Ah bah la bien mise en sûr. place de nouvelles normes de TSF. C'était la folie, Tout les biens porté. Ouais. partaient, voilà, il n'y avait pas d'offres, il n'y avait pas de conditions suspensives de financement. Enfin, c'était vraiment la folie. Et là, on arrive dans une phase où c'est en train de s'inverser. Sauf que il faut qu'il y ait des gens qui fassent les lièvres. C'est qu'il va falloir qu'il y ait des gens qui acceptent de faire des offres à moins 50, à moins Exactement. 40%, Pour commencer travailler à faire en psychologiquement, ouais. sorte. Bien sûr, c'est un travail psychologique et ça prend du temps de mettre ça en place. Donc, Et il ne faut pas hésiter aujourd'hui à faire une offre très basse. on va basculer maintenant sur la partie entrepreneuriale qui est aujourd'hui une grosse partie de ton temps, enfin de votre temps avec Émilie. Moi, le truc que j'ai remarqué, c'est vrai quand on s'est écrit 2-3 messages là en préparant l'interview, je t'ai demandé un petit peu les angles que tu aimerais également aborder. Tu m'as parlé de bâtir un écosystème. Moi, c'est quelque chose que j'avais remarqué chez toi. Ça a été quoi ta réflexion? Parce que au final, alors j'ai essayé de me remémorer des choses, mais il y a la partie fiscalité, cabinet comptable, si je dis pas de bêtises. Il y a la partie chasseur, oikos, clé en main. Il y a la partie, je crois que vous faisiez un truc avec des architectes, enfin ou côté un peu plan déco, si je dis pas de bêtises. Et je dois encore en oublier plein. mais ça a été quoi ta réflexion autour de tout ça? Alors, tout ça, alors bon, déjà, il faut comprendre l'origine un petit peu de Club Imo. Club Imo a été créé en 2015 avec un objectif qui était d'accompagner des investisseurs particuliers à investir et sans forcément cette vision, on va dire, de formation. C'était pas ça le but à la base, puisque on maîtrisait pas le sujet, on connaissait pas le monde des formations. Donc, on était en fait sur un modèle qui ressemble un peu à du clé en main, qui était du clé en main en fait qu'on faisait, mais qu'avec Émilie et moi. Et finalement, le modèle n'a pas marché, non pas parce qu'il n'y a pas de demande, mais parce qu'on n'avait pas de temps, on n'arrivait pas à s'organiser. Donc, on a fait évoluer ce truc-là, et il a fallu attendre après 2019. En 2017, on a vu le début de la formation. En 2019, on commence à se poser des questions, fin 2019 notamment, en se disant, OK, bon, on commence à avoir des élèves qui nous disent, j'ai besoin de trouver un cabinet comptable, est-ce que tu as quelqu'un à me recommander? Nous, on avait à l'époque, mais à qui ça se passait mal. On peut jamais le recommander, c'est sûr. Et donc là, on part sur l'idée un peu folle de dire, bon, comment tu peux cabinet, comme ça, on sera tranquille. On va pouvoir le prendre pour nous et surtout pour nos élèves. Ouais. Et début 2020, on a lancé notre cabinet. Et puis après, on s'est dit, bah attends, finalement, c'est simple parce que tu lances un cabinet, t'as déjà tous les clients, ils sont déjà là en fait, tu les as déjà. Donc c'est quand même une force incroyable. Et donc on se dit, bah en fait, les gens, ils ont besoin de quoi d'autre? Et donc c'est là où on a commencé à se dire, bah tiens, on va lancer d'autres choses sur lesquelles on a déjà les clients potentiels. Et donc on a lancé
On a lancé Oikos ensuite, qui fait en effet qui fait du clé en main, donc avec la partie chasse, la partie architecture d'intérieur qu'on avait lancé déjà avant Oikos, mais du coup qui a été intégré on va dire dans Oikos, la partie gestion de travaux, donc maîtrise d'œuvre, et la partie gestion locative. Et à la suite de ça, on a continué à avoir des idées. Il y a encore plein de trucs qui sont dans les on va dire dans les dossiers prêts à sortir, mais qui c'est juste une sorte de temps pour les sortir réellement. C'est pour ça qu'après on a développé de la promotion, on a une activité de sous-location, on a racheté Mon Capital Immo, on a maintenant on a une conciergerie en location courte durée. Donc on a développé en fait tout un écosystème. L'écosystème parce que la réflexion c'est de se dire en fait tu payes le client qu'une seule fois et après le client il est là et si t'es bon, t'arrives à le conserver et il reste avec toi. Ok, non, mais c'est une super réflexion parce que en effet, le plus dur, comme tu dis, c'est de capter le client, mais à partir du moment où il est chez toi pour une activité, autant qu'il transite d'un truc à l'autre, quoi. Et du coup, la plupart des points d'entrée de tes clients, c'est peut-être bien d'ailleurs la partie formation où ils arrivent sur un sujet. C'est principalement la formation, en effet. En tout cas, au départ, c'était principalement ça. Et aujourd'hui, on essaye, malgré tout, de rendre les entités de plus en plus indépendantes les unes des autres pour qu'elles aient leur propre canal d'acquisition, leur propre stratégie d'acquisition pour pas qu'elles soient dépendantes d'une boîte. Parce que ça veut dire aussi que si ta boîte est cool, toutes tes autres boîtes tombent. Bien sûr. Si tu sais pas chercher des clients de manière autonome. Mais donc, notamment, Oikos, aujourd'hui, a son propre canal d'acquisition et c'est pour ça que les élèves Club Imo et Mon Capital Imo ne sont pas submergés d'informations d'Oikos puisque en fait, on va pas chercher nos clients dans notre communauté. Donc, est-ce qu'on a monté pour ça à la base, mais dans la réalité, on se dit finalement ça sert pas à grand chose. Mais le gros avantage, c'est qu'on a lancé Oikos en une semaine, on a reçu 650 demandes de clients pour démarrer l'activité. En fait, si t'as 650 clients en clé en main, en gros, pour une boîte comme nous, t'as 3 ans ou 4 ans de travail. C'est ce que j'allais te dire parce que nous, dans la boîte dans laquelle je suis, qui s'appelle Bivouac, je sais pas si ça te parle. Donc voilà, nous on fait. Alors j'ai plus les chiffres en tête, mais oui, 650 clients, c'est énorme. Je pense que sur un démarrage de Bivouac qui a quelques années déjà, c'était comme tu dis, 2-3 années de projet. Donc et donc Oikos aujourd'hui, vous vous êtes spécialisé sur la chasse sur l'IDR uniquement? Non. Alors, en fait, tu sais, quand tu lances un nouveau business, tu as plein de convictions, tu te dis, bon, on va faire ça, voilà comment ça a marché, et puis après, ça évolue. Donc, à la base, oui, ma réflexion, c'était le point d'entrée, c'était vendre aux clients Club Imo, vendre de l'IDR, ça c'est la stratégie. Dans la réalité, en fait, finalement, des IDR, il y en a, mais bon, on veut faire autre chose, parce qu'il y a des gens qui veulent autre chose aussi. Bien sûr. Et donc, justement, c'est pour ça qu'on on est rentré au capital d'une conciergerie en LCD pour pouvoir proposer de la LCD. On propose de la coloc. Donc aujourd'hui, on peut te vendre de la maison, de l'appartement, de l'IDR. On peut te vendre tout mode d'exploitation, soit en coloc, soit en location LCD, soit en location classique à l'année. Okay. Et c'est notre grande force en fait, c'est justement de pouvoir avoir une grande diversité de ce qu'on peut proposer nos clients en fonction de leur demande et de leurs besoins. J'avais écouté une interview, alors si je dis pas de bêtises, Oikos, vous êtes associé avec, j'ai plus le nom, c'est un mec aussi, enfin au moins un, parce que je l'ai entendu intervenir sur un podcast il y a pas si longtemps que ça, et je savais pas du coup que vous étiez associé. Si on bascule sur la partie association, tu m'as dit tout à l'heure que le gap en 2018, parce que en 2015 vous montez Club Imo, vous êtes plus salarié. Au niveau des banques, on sait très bien qu'il faut 2-3 bilans de société avant de pouvoir réemprunter. Donc, on se retrouve. Cette transition est toujours un peu relou. Et donc là, cette idée d'association, que ce soit dans le business ou dans l'immobilier, c'est un truc qui est pour toi clé et charnière dans le développement des investisseurs entrepreneurs? Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs il y a beaucoup de solo-entrepreneurs qui ont fait leur première boîte en solo total. Et qui est leur deuxième, ils la feront pas solo. Parce qu'en fait, quand tu es solo entrepreneur, déjà, tu es dans l'opérationnel à fond et c'est toi qui fais tout. À ce moment où tu as une boîte déjà sur laquelle tu fais tout, enfin sur laquelle tu es beaucoup impliqué dans l'opérationnel, c'est compliqué d'en lancer une seconde. Bien sûr. En ayant le même niveau d'implication. Donc la seconde, généralement, c'est juste que toi, tu es à l'aise avec le fait de monter des boîtes, tu es à l'aise avec le sujet et donc tu vas trouver un opérationnel, quelqu'un qui va lui faire de l'opérationnel, avec qui tu vas t'associer, toi tu vas apporter potentiellement autre chose, une vision, des clients, bref, un marché, peu importe.
Et donc, aujourd'hui, moi, je suis incapable, et ça me viendrait pas à l'idée de lancer une boîte seule maintenant. Impossible. Ouais. C'est-à-dire que je dois tout faire. C'est-à-dire que je dois m'occuper de tout. Je préfère clairement avoir 20% d'une boîte et m'occuper de rien. Et en fait, apporter, voilà, aujourd'hui, nous, Ton expertise, on ta fait vision, on quoi. s'associe. Ouais, aujourd'hui, on s'associe non pas pour l'argent, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent pour s'associer avec nous, non pas pour notre argent, pour qu'on apporte de l'argent sur le projet, mais pour la communauté, pour notre vision, notre expérience. Et donc, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'aujourd'hui, tu peux rentrer, quand tu as de l'expertise, tu peux rentrer au capital de boîte pour 0 €. Parce que les gens, tu leur apportes d'autres choses que Bien sûr. l'argent. Et ça, c'est hyper important. Mais ça met du temps à comprendre ça. Mais ça demande de l'expertise, ça demande d'avoir fait plein avant. Bien sûr. Très, 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 très intéressant. Et du coup, là, sur vos IDR, vous en avez beaucoup en asso, du coup? Euh, on va dire, la moitié à peu près en asso. Mais aujourd'hui, on est dans une phase un peu de, tu vois, enfin bref, sur lequel on fait un peu de tri, tu vois. On fait un peu de tri sur les projets. Il y a des projets qu'on va revendre, mais avant travaux. Il y a des projets sur lesquels on va faire des travaux pour les revendre avec un bon DPE. En fait, on est enfin en train de faire un peu de tri parce que en fait 2013, moi je te dis, j'ai des immeubles qui ont des crédits sur 12 ans. Donc moi dans 2 ans le crédit est terminé. Là aujourd'hui, enfin j'ai tout intérêt en soi à m'en séparer, récupérer du cash et Bien aller sur sûr. autre chose, quoi. Bien sûr. Donc voilà. Et en fait, il faut comprendre que à tout moment, quel que soit votre niveau dans le parcours, quel que soit votre niveau de réussite ou du nombre de biens que vous avez toujours besoin d'argent. Toujours. N'importe quel moment. C'est juste que le montant Cash is dont vous avez king. besoin, il est juste plus important à chaque fois. Ouais. Oui, mais il y a un moment où on croit que, ah oui, mais maintenant que tu es là, tu as moins besoin. Non, j'ai toujours autant besoin. Aujourd'hui, je suis prêt à vendre un bien pour récupérer 150 000 balles et aller l'investir sur un projet en Espagne pour aller acheter une nouvelle boîte, tu vois, donc voilà, c'est juste que dans ma vision, moi actuellement, l'entrepreneuriat, en tout cas la forme d'entrepreneuriat que j'utilise, me permet d'avoir des résultats qui sont plus importants que l'immobilier, enfin, qui sont différents, hein, Ah mais en ouais, fait, tout qui à me fait. permettent, sur lesquels mon implication personnelle peut avoir un Un impact impact beaucoup plus plus fort fort. sur mes Bien sûr. résultats. Je comprends. Ah ouais. Voilà. Très Et donc, intéressant. les 150 000 € que j'ai placés, eh ben, ils peuvent avoir un meilleur résultat. Mais ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'implication, et il y a un risque que ça rapporte zéro. Euh, ton cheval de bataille, je sais pas si c'est le mot, mais moi je trouve que l'expertise plus sur laquelle vous vous êtes démarqué et surtout toi, c'est la partie fiscalité. Alors que c'est un sujet. Bon, alors moi je trouve ça plutôt cool aussi. Je trouve ça plutôt intéressant, mais je pense, un sujet qui qui fait hérisser les poils à pas mal de monde. Ouais. SCI Alias, ça a été, si je dis pas de bêtises, ton véhicule d'investissement number one. Enfin, ça l'est devenu Alors, avec le temps. ça a pas été, ouais, pas dès le début, hein. Pas dès le Ouais, début. ouais, Les premières oui. opérations sont faites sans, mais oui, après, rapidement, quand j'ai découvert la SCI Alias et en plus derrière les holdings, le fonctionnement et tout, ça a été une sorte de révélation, quoi. C'est déjà, mon Dieu. Et du coup, j'ai l'impression, tu vois, d'avoir passé mon temps à répéter à tout le monde, les gars, achetez un SCI Alias, mettez en place une holding. Et sans intérêt financier, je m'en foutais, en fait. C'est juste que j'avais découvert un truc, et je disais, mais je comprends pas pourquoi les gens ne le font pas, quoi, tu vois. Et donc, ouais, j'ai passé beaucoup de temps un peu à répandre la parole de Alors, la CLS. Maintenant, je pense que c'est rentré dans la tête de beaucoup de ouais, gens. bah, moi j'ai monté la holding là dernièrement également. Euh, comment tu te tires les revenus de la SCI Alias? C'est quoi un petit peu le schéma pour faire remonter ça dans la holding sur une SCI qui est aujourd'hui, qui peut Bah, être en déficit par exemple, s'il y a des travaux notamment? alors, bah, aujourd'hui, nous, alors, la grande majorité de nos SCI Alias sont détenus par notre holding, sur Hmm. lequel la holding va détenir, alors ça dépend, c'est à nous de choisir le pourcentage, mais en général, c'est entre 70 et 80% qui est détenu par la holding. On n'a pas 100%, pas 99%, tu vois. Ok, Voilà. Et après, ça me permet en fait de se payer un petit peu au passage quand tu remontes des dividendes. Donc oui, tu vas payer des impôts, mais bon, c'est le jeu. Et aujourd'hui, on fait quand même relativement peu de remontées de dividendes de SCI. La majorité des remontées de dividendes se font à travers les holdings et enfin à travers les sociétés commerciales. ouais, Et aujourd'hui, la holding sert surtout à alimenter des apports potentiels sur des SCI. on est Les d'accord. SCI, en général, on garde le cash des SCI sur les SCI. Voilà. Mais on aurait pu, mais le principe est le même. On pourrait aujourd'hui remonter des dividendes des SCI via le régime Murphy pour remonter sur la holding avec une exonération de 95% des dividendes et être imposé seulement sur Sur les 5% 5%. de Ouais. son remonte.
Ok. Et pour tous les gens qui n'ont pas de holding de montée, allez-y déjà les gars. mais Ouais, mais après, pas 36 solutions pour se payer un petit peu sur une SI, à part des ICA. Je te dis ce que je fais moi, ouais, hein, des ICA, et puis je me loue, vu que on va déménager, on a acheté notre RP, mais là je suis locataire actuellement. On se paye un loyer en fait, un bureau mm. dans la maison, donc en fait ça fait un petit avantage également. Mais est-ce que tu as d'autres tips sur comment tirer un peu de revenus d'une Alors, SCI? déjà, sur la location de bureau, il y a des choses importantes que les gens doivent savoir. C'est qu'aujourd'hui, si par exemple, tu vois, Jérôme, tu étais dans ta RP aujourd'hui et que tu louais je sais pas, un bureau, une ancienne chambre Mhm. comme local à 300 euros par mois, si Attends, t'as essayé de te SCI. louer à Ouais, toi. ouais. Le problème, c'est que dans beaucoup de cas, tu es en location nue. Et donc, tu te fais exploser derrière par les impôts en Si tu es perso, puisque tu es propriétaire de imposé. ta RP. Si tu es propriétaire de ta RP, Oui, tu vas être imposé à 30 points, enfin, suivant ton TMI, plus CSG, CRDS. Donc là, tu te fais massacrer par les impôts. Pour économiser 15% d'un côté, tu vas payer 47% d'impôts de l'autre. C'est une vraie connerie. Donc ça, il faut pas le faire. Aujourd'hui, tu peux le faire dans deux cas. Soit, en effet, tu es locataire et là, du coup, mm, en gros, il va y avoir une participation des frais au prorata de ce que tu payes, donc prorata du exactement. loyer, Ouais, prorata de l'électricité, de l'eau, etc. Soit, il faut que ton bien, faut que ta RP soit en SCI à l'IS, comme mm. nous. Nous, aujourd'hui, Comme toi, notre ouais. RP est en SCI à l'IS, ce qui fait que nos loyers perçus sont réintégrés dans une SCI à l'IS. Donc, finalement, il n'y a pas d'avantage particulier à le faire, à part d'alimenter du cash dans la SCI de ta RP qui est souvent à cash flow négatif. Donc voilà. Après, aujourd'hui, sur d'autres manières de se payer, les ICA, c'est un moyen très important. Les gens oublient souvent l'utilisation des ICA, en effet. Alors maintenant, de moins en moins à cause de l'augmentation De du prix de l'essence. l'essence, mais c'était quand même intéressant. Alors n'achetez pas des voitures à 50 000 balles, d'accord, et ne roulez pas comme des cons pour faire 15 litres au 100, sinon ça marche pas. Et sinon, c'est vous qui allez perdre de l'argent. Donc non, je pense qu'il y a ça. Aujourd'hui, ce salarié, c'est une connerie. Donc c'est soit le versement de dividendes, soit ça. Et surtout, en fait, réfléchir comme un entrepreneur en disant, OK, comment je fais pour passer le maximum de frais sur cette structure tout en restant dans la légalité. Bien Et moi, sûr. quand je vois, et je le vois avec des élèves, tu vois, des fois, quand on va se déplacer, on va sur le terrain. Mec, on va se déplacer, on passe une journée de formation, on est sur le terrain, on va visiter des immeubles, on mange ensemble, personne ne prend le ticket, quoi. Gars, prenez le ticket, vous êtes formés, vous allez sur des biens, vous allez visiter des projets. Enfin, vous êtes là dans Dans le l'objectif en fait but, de bien sûr. développer votre SCI. Donc évidemment, ça passe dans les frais. Donc dans le doute, en fait, prenez les tickets de tout. Et après, vous verrez à la fin de l'année avec votre comptable si ça passe pas. Et tout ça, c'est de l'argent. Enfin, c'est de l'argent que vous allez récupérer donc en compte courant d'associé de votre bien, enfin, de votre SCI, et vous allez déduire des impôts dessus. Donc, ça veut dire que quoi? En fait, tu vas manger un repas à 20 euros. Sur les 20 euros, déjà, tu économises 15% d'impôts parce que c'est l'IS, et Mm. tu économises potentiellement 30% parce que c'est les dividendes que tu dois sortir pour le payer. Donc, j'exagère un peu, mais en gros, quasiment 50% de ce que tu achètes, c'est comme si tu acheté tout à moins 50%. Et donc, quand tu comprends l'intérêt de prendre ton ticket repas à chaque fois, ou n'importe quoi, à l'hôtel, tous ces Ouais, déplacements-là, bah, ça fait une grosse différence à la fin du mois, surtout quand tu te déplaces beaucoup et que tu pas es mal de souvent en visites. chasse ou en recherche de Ouais. biens. Ok, très intéressant. Vous avez compris, les amis, prenez vos tickets. Non, non, mais Tu as c'est. perdu, genre. Tu m'as reperdu? Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, non, c'est bon. Non, c'est bon, là, Ok, c'est bon. Ça a perdu, ok. mais je t'ai retrouvé. Bon, impec. Top. On va basculer sur la dernière partie de l'interview sur Weiler, parce que je sais qu'on est, enfin surtout toi, t'es timé. Je voulais aborder deux derniers sujets. Aujourd'hui, c'est quoi ta vision actuelle de l'IMO, et est-ce que tu repartirais sur la même stratégie? Alors, Attends, ça je coupe un peu, là. rephrase. Tu m'entends? Je vais Ouais. rephraser et je vais préciser même, dans une optique, une volonté d'indépendance. Est-ce que tu repartirais sur la même stratégie? Est-ce que ou pas? Question ouverte. Ouais, ouais, mais je t'entends pas, Jérôme. Ça coupe. Ah, 16 minutes. Ok. Et là, tu m'entends? Tu me dis quand tu m'entends. Ouais, pour l'instant, Allô, ça revient allô. pas, hein. C'est bon. Ok. Donc ma question, c'est aujourd'hui, ta vision de l'IMO, c'est quoi? Est-ce que dans une optique d'indépendance, une volonté d'indépendance financière, pour s'extraire du salariat, tu repartirais sur la même stratégie ou pas? Alors, si moi je devais recommencer à zéro dans l'IMO, j'aurais Ouais. une stratégie qui serait un peu différente, surtout dans le contexte actuel.
et notamment la dépendance aux banques, qui est quand même un vrai sujet, une vraie complexité. Et je pense que, alors, soit j'aurais une diversité, et honnêtement, je pense que je ferais un peu de sous-location professionnelle, parce que la sous-loc aujourd'hui me permettrait quand même de pouvoir me positionner sur des projets, enfin en tout cas oui, sur des biens, commencer à faire de l'exploitation sans forcément le détenir, avec un montant d'apport qui serait plus faible. Donc je pense que je le ferais comme ça, en tout cas. Ouais. Et avec le cash que je génère, ça me ferait de l'apport pour aller faire des projets. C'est compliqué aujourd'hui. Les cash flows qu'on faisait, c'est sûr, en 2013, sont pas les mêmes qu'aujourd'hui, avec le même niveau d'effort. Ça veut pas dire qu'on peut pas faire les mêmes, ça veut dire que le niveau d'effort pour les atteindre est beaucoup plus élevé. Donc voilà, et je pense que honnêtement, le mix quand même entrepreneuriat et immobilier, c'est un bon mix, parce Ouais. que l'entrepreneuriat te permet aujourd'hui de casser tous ces plafonds de verre sur justement le taux d'endettement, le Les montant salaires capés. Ouais. emprunté, etc. Et donc c'est voilà. Donc je pense que je me lancerai plutôt dans l'entrepreneuriat et plutôt dans un side project entrepreneurial, quoi. Pas forcément en mode ok, je quitte mon job, tu vois, mais un deuxième métier pour créer un peu Pour de cash et accélérer. commencer à me Ouais. lancer, commencer à tester un peu le marché. Je pense que je le ferais plus tôt si je pouvais. Et en plus, ça permet de commencer à avoir ses premiers bilans en amont, etc. Et se retrouver quasiment à quitter son job avec 3 bilans, quoi. Ok. Donc ouais, je commencerai plutôt là-dessus. Donc je ferai un peu de sous-loc et sur la partie IMO, non, j'irai sur des projets, je pense, avec plus de travaux. Mais en même temps, plus de travaux aujourd'hui, compliqué à emprunter. Donc tu vois, c'est compliqué. Il y a ce que tu veux faire, il y a tes envies, il y a ce qui est le plus intelligent de Et il y a faire. la réalité. J'ai envie de dire mettre du beurre dans les épinards dans la mesure où aujourd'hui le contexte fait que il y a mécaniquement avec la montée des taux moins de cash flow sur les projets. Donc Ouais. voilà, mixer En fait, vraiment. ouais, c'est ça. C'est qu'on on a moins de cash flow et surtout, en fait, pour avoir le même cash flow qu'avant, il faut juste faire plus d'efforts. Mm. Ça, ben, voilà, c'est compliqué. Les banques sont un frein aujourd'hui. Et en effet, trouver un modèle économique sur lequel tu arrives à éviter la banque, c'est quand même un truc très important. Peut-être s'associer plutôt aussi ou en tout cas trouver des gens plutôt, développer un réseau, une communauté de personnes qui ont envie d'investir mais ont la flemme en gros. Et voilà, donc en gros, aller chercher des Parisiens qui ont de l'oseille et qui ont la flemme de se former et vous apportez votre expertise. En fait, c'est comme si vous étiez le chasseur de votre propre boîte. Et en fait, les personnes qui sont avec vous sont des associés qui vous font confiance pour trouver des projets, les gérer, les mener à bien. Mais vous n'avez pas forcément besoin de mettre l'argent ou votre qualité financière ne viendra pas impacter le projet. Ouais, mais, Donc ça, c'est en effet une solution. Une vente, il faut développer ce réseau. C'est pour investir, pour aller le développer. Il faut aller rencontrer des gens, aller dans des soirées particulières, pour aller rencontrer des gens qui ont ce niveau de revenu qui va vous permettre de débloquer. Là, on ne cherche pas un mec qui gagne 2500 euros par mois. On va chercher des gens qui gagnent 10 000 balles par mois, qui ont 100 000 euros ou 150 000 euros de côté, pour aller chercher des jolis projets. Mais c'est compliqué de faire ça pour une première OP, hein, clairement. Enfin, déjà, ça, tu viens quand tu as l'expertise. ouais, c'est ça. Oui, faut bien convaincre la personne en face d'aller te confier son pognon, quoi. Exactement. Très très intéressant comme vision, comme le côté mixité entre IMO et entrepreneuriat qui au final à un moment ou un autre, je sais que ça se rejoint, hein, clairement. On va conclure ce podcast sur la partie parentalité rapidement. Ouais. T'es Ouais. devenu papa là, j'ai pas l'âge de ta petite. Il y a un an à peu près. Un an. Ok. Ça a changé quoi pour toi dans ton quotidien d'homme d'affaires, de businessman débordé qui court partout? Ouais. Alors, ça a rajouté. Alors, ça va pas empêcher de créer des boîtes. Ça va pas Ouais. empêcher de lancer des projets. Ça a obligé à structurer. Donc, en fait, on a commencé à recruter un directeur général à partir de ce moment-là, sur Ok. certains, notamment sur les postes. Donc, ça nous a obligé à nous structurer et à déléguer plus de choses. Donc, c'était plutôt finalement une bonne chose. Donc ça, c'était vraiment le côté ultra positif de s'obliger en fait, enfin entre guillemets, comme tout, hein, entre guillemets, une contrainte t'en fait une force parce que forcément ça implique des changements dans ton quotidien. Ouais. Donc ça a été quelque chose d'important. La difficulté qu'on a eu, en tout cas que moi j'ai eu, ça a été du coup la mise en place d'horaires plus précis. C'est-à-dire, du coup, le matin, tu amènes ta fille à la crèche, tu la récupères le soir. Donc ça t'impose en fait Un rythme. t'as des règles un petit peu comme un salarié finalement. Donc ça a été un peu la difficulté pour moi. Ça a été du coup d'avoir un nouveau job de 9 à 17, tu vois. Ça a été un peu le truc un peu plus compliqué.
Ouais. Bon, après, il y a eu la crèche qui est arrivée, ça nous a beaucoup aidé, hein, la crèche quand même, parce qu'on n'avait pas la crèche pendant les premiers mois, pendant les 6 premiers mois quasiment. Ok. Donc ça a été long, cette période-là. Mais bon, voilà, Emma venait au bureau, elle passait du temps avec les équipes, on se relayait, des fois c'était Émilie, des fois c'était moi. Donc ça nous a appris aussi, je pense, à faire confiance, à déléguer et à recruter des personnes dans l'équipe qui sont plus autonomes. Donc ça a été quand même ultra positif de justement de nous forcer à devoir rendre nos équipes autonomes. Là où avant, je pense qu'on avait un rôle de papa-maman, tu vois, dans la boîte. Dans les équipes, ouais. Maintenant, ça a un peu évolué et voilà. Et On dit le grand frère. est-ce que tu dirais que l'arrivée de ton enfant a encore décuplé ta motivation et ton côté envie de tout casser? Là, c'est assez marrant parce que j'en parlais sur LinkedIn là hier, je crois, ou avant-hier. J'évoquais le sujet et surtout j'en parlais ce week-end à Paris avec des élèves à nous et j'expliquais que justement on est dans une phase où en fait t'es un peu entre les deux. Tu sais pas comment, tu vois, t'es entre je vais ralentir Pour pour passer du profiter. temps avec ma famille Ouais. parce que c'est ça qui est important j'ai envie de tout défoncer. Et moi en tout cas dans mon envie aujourd'hui, j'ai pas envie de bosser 10 fois plus qu'avant, tu vois. On est d'accord, ouais. Clairement pas. Donc après c'est peut-être bosser différemment. Ça veut pas dire que l'objectif est le plus important, mais aujourd'hui je sais très bien que atteindre 1 milliard de chiffre d'affaires, ça va pas changer la vie de ma fille, ça va pas changer ma vie à moi. Enfin, ça va changer ma vie ici, mais ce que je veux dire c'est que ça va pas changer mon quotidien en tant que tel. Je vais pas manger du caviar tous les matins, tu vois. Donc, au final, il y a un peu la question de, tu sais, une sorte de crise existentielle. Tu te dis, est-ce que ça c'est utile tout ça? Pourquoi je le fais? Tu sais que tu le fais pas pour l'argent, tu le fais pour le défi, pour le projet, parce que tu sais que aussi, il y a aussi une autre dimension, c'est que tu fais vivre des gens. Enfin, tu transformes des gens, c'est-à-dire tu transformes des vies des gens, donc notamment les élèves, mais tu impactes aussi tous tes salariés sur, voilà, tu fais en sorte que ces gens-là ils puissent investir dans l'IMO eux aussi. Voilà, donc oui, ça a un impact, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas ça qui m'a dit, oh là là, putain, là, je vais tout exploser, je vais avoir des chiffres de fou pour que ma fille, elle soit bien. Parce que ma fille était déjà bien Oui, c'est ce que j'allais avant te tout dire. ça. Oui, c'est clair. Non, mais c'est pour ça que, voilà, elle a pris un marché en Thaïlande, enfin, je veux dire, elle a voyagé déjà dans plein de pays, elle a fait des masterminds, bon, elle a 1 an, enfin, donc forcément, Elle s'est tu vois, calculée une aujourd'hui, renta brute de j'aurais eu tête. un enfant dans un environnement différent. Oui, je De comprends. quoi? Je dis, elle s'est calculée une renta brute de tête. Ouais, c'est ça, exactement. Pour la première fois, elle a pris un avion en business, tu vois, donc elle a dormi sur le truc en business. Moi, j'étais par terre, assis par terre, elle était sur le siège. Donc voilà. Mais bon, c'est tout ça pour dire que oui, je serais dans un contexte dans lequel ça serait difficile financièrement. Je comprends à quel point ça peut être une motivation Ouais. de fou pour faire en sorte que ton enfant il soit dans de bonnes conditions. Notre vision à nous, ça a été quand on sera dans de bonnes conditions, on aura un enfant. Ouais, je comprends. Oui, t'as pas mis la charrue avant les bœufs, pour reprendre l'expression. Aujourd'hui, Club Ouais. Imo, c'est combien de membres dans l'équipe? Enfin, ou du moins les boîtes? Aujourd'hui, au Club Imo, il y a à peu près 15 salariés. Ok, fort. Très, très fort. Top. C'est impressionnant. Juste sur la Et le partie groupe, formation? ouais, que sur la partie formation. Waouh, ok. Ah, donc c'est Que sur la incroyable. partie formation. Et après, sur le reste du groupe, alors c'est difficile parce que sur le groupe, il y a tellement d'entités différentes avec des proportions de détention qui sont différentes. Donc, t'as des boîtes sur lesquelles, tu vois, on a 20%. Donc, est-ce que tu les comptes dans tes effectifs ou pas? C'est pas simple. Oui, ok. Mais ça va représenter entre 40 et 70 personnes, quoi, à peu près, suivant le nombre de personnes qu'on compte. Donc c'est beau de se dire que grâce à votre idée de base et votre vision, vous arrivez aujourd'hui à faire vivre autant de personnes. J'ai vu que tu allais entamer, alors je sais pas si tu le fais solo ou si vous le faites à 2 ou 3 avec Emma, un tour Business France. C'est quoi un peu Ouais. le principe et les étapes? Et on conclura là-dessus, je vais te libérer. Le principe, en fait, il est de se dire comment, en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, en fait, tu es utile dans ta boîte. Et j'avais cette frustration de me dire que j'étais utile uniquement quand j'étais au bureau à gérer mes équipes et à les accompagner. Et du coup, j'ai voulu essayer de me prouver à moi-même que je pouvais être utile en faisant autre chose, en étant au bureau et entre guillemets en répondant avec mon bureau ouvert à toutes les questions qu'ils avaient et en me disant ok je vais aller faire mon truc de mon côté. Et donc je me suis dit j'ai envie de rencontrer des gens inspirants, j'adore ça, j'adore participer à des masterminds. Et comment je fais pour aller rencontrer des gens que j'ai vraiment envie d'aller voir moi, tu vois, que je veux sélectionner, et des gens qui sont pas dans mon réseau, que je connais de nulle part, comment je fais pour les attirer? Et en fait, je me suis dit, le podcast peut être une bonne idée
pour aller. C'est une bonne excuse en fait. Et donc je voulais le faire absolument en présentiel. Donc je me suis dit, je vais faire un tour de France en bagnole, en Porsche parce que j'ai ma Porsche et je suis content de pouvoir l'utiliser et je l'utilise pas souvent. Faut bien qu'elle Donc, sorte. Avec Emma, maintenant c'est un peu plus compliqué. Hein. Voilà, exactement. Et donc cette idée de dire, ok, je vais faire un tour de France. Je me fais mon road trip à moi en fait, solo. Je suis solo, hein, je le fais solo. Okay. Donc personne, pas d'équipe avec moi ou quoi. Et je vais aller dans différentes villes pour aller rencontrer des entrepreneurs qui vont me parler de leur parcours et des gens que je te dis, j'aurais pas forcément rencontré si j'avais juste dit, venez, on va boire un verre. Donc c'est toi qui interviews les gens? C'est toi c'est moi qui... Trop bien. Ok, top. Voilà. C'est moi qui pars interviewer les gens et les rencontrer un peu partout, etc. Donc j'ai toute mon installation, toutes mes caméras, mes trucs et tout. Tout ça, ça doit rentrer dans la Porsche. Alors ça rentre pas, donc je mets derrière, c'est un peu le bordel. Et là, je vais passer. Donc là, ça commence cette semaine. Et donc je passe par Toulouse, Bordeaux, Angers, Paris, Lille, Namur, Colmar, Lyon, Annecy, Grenoble. Et après, je rentre par Aix-en-Provence et je reviens sur Narbonne. T'as anticipé ma question. Est-ce que tu passais par Rennes? Et du coup, la réponse, c'est non, tu t'arrêtes à Angers, Sud-Loire. Voilà. Et du coup, j'ai reçu tellement de messages de Guillaume, tu vas pas en Bretagne, encore une fois, on est lésés, etc. Donc, c'était très, très drôle. Donc, du coup, les Bretons, je viens de recevoir un message à l'instant, tu vois, allez, encore les Bretons, etc. Donc, voilà, c'était drôle de voir ça. Mais il faut dire que je fais ça en 7 jours et que, ça va être rock'n'roll. Ah ouais, ok. Ça va être rock'n'roll, ouais. Okay. Donc, voilà. Donc, du coup, c'est super intéressant. Je vais être très fatigué. Ah bah oui, je veux bien croire. Et je pense que j'ai envie de le refaire, déjà, même si j'ai pas commencé. Parce qu'il y a plein de gens que j'aurais pas le temps de voir. Mais par contre, j'ai envie de le faire avec moins de pression. Là, j'ai vraiment une pression importante parce que j'essaie de voir le plus de gens possible. Et je pense que si j'en refais, je ferai peut-être moins de gens, plus quali, et j'accepterai de passer plus de temps avec eux. C'est-à-dire, je ferai peut-être genre que 2 interviews par jour. Parce que là, t'es rythmé à combien d'interviews par jour, là? En fait, le problème, c'est que j'ai des bornes à faire. Donc, du coup, entre-temps, voilà. Mais par exemple, genre à Paris, pour l'instant, j'en ai 5 dans la journée. Et 5 de 1 heure, tu vois. Et du coup, je loue un espace et les gens, ils viennent les uns après les autres. Mais bon, j'ai compté l'install, décharger les cartes SD, enfin, bref, tout le truc. Alors, du coup, c'est du podcast vidéo en plus. Le Laurent Paganelli de l'interview IMO, quoi. Donc, du coup, voilà, donc c'est cool. On va voir. En tout cas, je sais que ça... Et en fait, je me dis que même si le podcast, il apporte rien, j'aurais rencontré des gens, j'aurais parlé à des gens et moi, j'aurais fait du plaisir. Bien sûr. J'aurais créé un lien avec ces gens-là, tu vois. Et ça, c'est important. C'est pour ça que j'ai ce podcast, pardon. C'est dans cette même démarche de partager, de s'inspirer. Moi, en fait, tu vois, c'est conclura là-dessus, c'est le plaisir de pouvoir partager des parcours comme le tien qui est incroyable. Et moi, ça m'inspire, ça me nourrit, tu vois. Et c'est toi, je pense que tu es un peu dans cette démarche-là aussi ouais, c'est ça. Nourrir. En fait, moi, c'est clairement une démarche égoïste de dire je vais aller rencontrer des gens qui m'inspirent ou qui m'intéressent ou qui m'intriguent sur des sujets. Donc, il y a des gens que je vais voir sur lesquels j'interviewe pas parce que voilà, par exemple, là, tu vois, à Lille, je vois genre, je crois qu'il y a 4 personnes qui font la même chose que l'Écosse qui veulent me voir, tu vois. Okay. Je dis, bon, les gars, je peux pas interviewer 4 boîtes qui font du clé en main, tu vois, c'est pas possible, ça n'a pas de sens. Voilà. Mais du coup, je vais les voir, on va aller prendre un café, on va discuter, donc malgré tout, c'est hyper intéressant. Quand est-ce que tu vas sur Angers? T'as la date? Angers, donc attends, 6, 7, 8, le 8 juin. 8 juin, attends, je regarde. Et pour l'instant, je crois que j'ai 2 ou 3 interviews. Dont alors normalement j'ai un gros youtubeur, mais bon, je veux pas trop m'avancer parce que du jour au lendemain il peut me dire non. Oserait-il te dire non à toi? Ouais, je pense, ouais. Je pense que oui. Je pense qu'il me dit finalement je suis plus dispo et là je suis foutu parce que moi dans mon planning, moi tout est, tu vois, tout est millimétré. Si le mec il me dit demain matin, je dis non, je peux pas, je suis plus au même endroit. Ok. Et ben top. Et du coup, ce sera diffusé sur quoi? Alors, en fait, ce qui est drôle, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de nom de podcast, il n'y a pas d'idée, je sais pas comment je vais le transmettre, j'ai aucune idée, et personne m'a demandé quel était le nom de votre podcast. Mais par contre, sur mon Insta à moi, donc Guillaume Malguer, je vais partager au moins l'aventure du parcours, quoi. Voilà. Écoute, si tu veux, je sais pas si je peux t'apporter mon aide sur la diffusion du podcast, mais si tu veux des petits tips, n'hésite pas. Ouais, avec plaisir. Je me poserai la question une fois que c'est fait, tu vois. Je fais les choses et après on peut... mais c'est très bien. On rejoint la partie immobilier où on fonce et puis après on optimise. Donc c'est exact. Merci infiniment pour ton temps. Encore désolé pour ces coupures. C'est un truc de ouf quand même. J'ai jamais été coupé et puis là 4 fois dans la matinée, donc c'est comme ça. Franchement, c'était hyper enrichissant. Moi, ça faisait un moment que déjà ça fait des années que je vous suis. Donc c'était vraiment, enfin, je suis très fier en fait d'avoir passé du temps avec toi et d'avoir créé une petite connexion.
en espérant vous rencontrer dans un futur plus ou moins proche. Je t'envoie plein de force pour ce tour en Porsche, Merci. ce business tour. Fais attention au volant. Et puis, J'essaie de garder mon permis déjà en une semaine, ça va déjà bien. On va partir là-dessus. Et je te souhaite une très belle continuation. Moi, je continuerai à vous suivre avec grand plaisir et à continuer d'être inspiré par ce que vous faites. Un petit mot pour conclure. Merci beaucoup, Jérôme, pour l'invitation. Et merci à tous les gens qui nous ont écoutés jusqu'au bout du podcast. Yes. Bon, ça marche. Très belle journée. Bye bye. Bye bye. Aïe les amis, cette interview est terminée. J'espère vraiment que ça t'a plu. J'espère que tu as pris autant de plaisir à l'écouter que je n'en ai eu à la tourner, même si tu ne l'as pas entendu parce qu'au montage, j'ai copié tout ça. On a eu énormément de galères avec Guillaume. Ça a coupé 3-4 fois. Donc c'était assez perturbant, j'ai envie de dire, mais franchement, il a été trop cool. Et au final, au montage, je pense que ça ne s'entend pas trop. Les liaisons se font plutôt bien. Donc j'ai énormément appris de cette interview. Ça a renforcé pas mal de mes convictions. Donc c'est top, c'est l'avantage de pouvoir côtoyer l'espace d'un moment privé des personnes inspirantes. Ça te permet également de rentrer un petit peu dans leur cerveau pour apprendre et t'inspirer de leur vision et de leur parcours. Donc voilà, si cette interview t'a plu, je t'invite encore une fois à prendre quelques instants pour me laisser une note 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast. N'hésite pas également à me rejoindre sur Instagram et mes autres réseaux présents en barre de description. Et également, n'hésite pas à profiter du code promo sur le site partenaire Le Bien Rentable, un site qui va te permettre de trouver une super bonne affaire immobilière. Voilà, tout ça, ça se passe dans la barre de description. Sur ce, je vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente semaine. Portez-vous bien et je vous dis à très vite. C'était Jérôme. Bye bye. Pour aller plus loin dans votre expertise IMO, vous pouvez rejoindre ma newsletter dans laquelle je vous partage une actualité décryptée, des conseils et astuces ainsi que plein d'autres exclusivités. En bonus, recevez mon e-book Dénicheur de pépites, un guide de 70 pages pour monter en compétences à vitesse grand V. Le lien de la newsletter est dans la description de l'épisode.